Allez, bah, c'est parti. On va commencer du coup sur ce webinaire sur une thématique dont vous nous avez souvent parlé et c'était important pour nous d'apporter aussi notre savoir-faire là-dessus et mettre en lumière des freelances qui l'ont fait, c'est-à-dire le fait de se créer des sources de revenus complémentaires en étant freelance. On parle souvent de le fait de sauter le pas freelance, c'est déjà une première étape et vous pouvez vous féliciter la plupart d'entre vous qui ont déjà fait ce saut. Mais souvent, on arrive à une deuxième étape qui est de se dire, est-ce qu'il y a un autre moyen pour moi de générer des sources de revenus que de donner mon temps, mon expertise contre de l'argent. J'ai plutôt l'habitude de l'exprimer sous un format de TJM, donc du coup un temps consommé et une valeur qui est traduite comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire qui me permettrait d'avoir une source de revenus peut-être plus scalable, c'est-à-dire déconnectée du temps que vous y passez et donc de pouvoir gagner de l'argent même quand vous dormez. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui peut-être ne nécessitent même pas que je passe je développe une nouvelle expertise ou autre. Enfin voilà, quelles sont les autres possibilités de gagner des revenus complémentaires dans votre activité qu'on veut fructifiante et qu'on veut toujours plus forcément en croissance, comme en bon chef d'entreprise que vous êtes tous. Donc déjà pour vous parler un petit peu de la structuration de cet atelier, hein, j'ai pensé à 3 points, avec toujours un point dédié au témoignage, parce que je sais que c'est aussi super important pour vous, et je pense que le côté concret de ça va être, voilà, va être porteur pour tous. Donc il y a Fabien Salle qui est freelance chez nous, du coup, qui va nous exprimer, lui, comment il a diversifié ses revenus sur plusieurs axes. Il va vous parler de ça tout à l'heure. Mais dans un premier temps, je voulais juste peut-être rappeler l'intérêt de diversifier ses revenus quand on est freelance, et de deux, de vous apporter un panorama des sources de revenus complémentaires qu'on a l'habitude de travailler avec vous, voilà, quand vous nous contactez sur les sujets et que potentiellement vous avez besoin de notre aide pour développer cette activité parallèle. Donc voilà un petit peu sur la structuration. Je vous propose d'avancer directement dans le contenu. Pourquoi diversifier ses revenus quand on est freelance? Bah, c'est très simple, hein, ce que je disais, c'est-à-dire que on peut se retrouver dans un piège du tout client. Alors bien sûr, il ne faut pas dramatiser, hein, parce que on sait, vous comme moi, que le marché du freelancing est en forte croissance, que vous avez des expertises qui sont extrêmement valorisées, qu'il y a un marché du CDI qui est encore plus en tension, hein, parce que justement, ces expertises valorisables, ces profils que toutes les entreprises ont envie d'avoir, bah, elles ont du coup un fort pouvoir dans le marché qui est en place. Mais il y a quand même un piège qui peut exister de faire dépendre son chiffre d'affaires que d'un seul client. Et bah, comme tout cycle, comme tout marché, il peut y avoir des problématiques. On a vu récemment sur Auchan ou même plus généralement sur le groupe Mulès qui peut avoir tendance à avoir aussi subi on va dire des décisions budgétaires qui les ont contraints à mettre fin à un certain nombre de prestations sans faire des généralités. Enfin voilà, on a forcément certains d'entre vous qui nous ont contactés aussi pour des situations comme celle-ci, de voilà comment je réagis, comment je fais face. Donc la priorité, bien sûr, c'est d'anticiper ces signaux faibles, de pouvoir peut-être se projeter sur une autre mission avant même que celle qui était en cours se termine. Mais ça reste quand même voilà, un risque qu'il faut savoir identifier, vous, en tant que voilà, directeur enfin, chef de votre propre entreprise. Et voilà, on a aussi le cas d'Ubisoft qui a aussi, pour des raisons cette fois plutôt stratégiques, sorti un certain nombre de freelance ou même de personnes qui étaient en poste depuis longtemps, même y compris en CDI. Donc voilà, juste pour vous donner quelques exemples, peut-être des choses que vous avez vécues ou des choses que vous avez autour de vous entendu parler, mais tout ça pour dire que ça n'est pas enfin, c'est de se voiler la face que d'imaginer qu'en freelance, voilà, c'est des missions de 3 ans, signées tranquillement, et puis qu'il n'y a aucun risque qui est à faire face. Non, c'est pas le cas. Le marché est en mouvement. C'est des situations où vous savez que vous êtes protégé par un préavis, mais qui est forcément beaucoup plus court qu'un préavis en tant que CDI. Et de deux, bah, il n'y a pas une assurance chômage qui vous est associée. Donc, il y a aussi la responsabilité de votre côté de sécuriser
une partie de vos revenus ou voilà, d'avoir de côté pour pouvoir encaisser ce type de situations qui peuvent se produire. Et une des alternatives qu'on vous recommande, ben, c'est aussi en plan B, peut-être d'avoir des sources de revenus complémentaires qui feraient que même quand des situations comme celle-ci peuvent se présenter, en réalité, vous avez de quoi subsister par voilà, des sources de revenus que vous aviez déjà mis en place précédemment. Hein, donc, c'est pas, voilà, l'idée, c'est pas du tout de vous faire peur au travers de cette slide, c'est plutôt de vous dire, bah, là, si on prenait le temps sur cette pause déjeuner, d'anticiper ces situations critiques qui peuvent se présenter, et pour avoir déjà identifié des scénarios et les avoir mis en place. Ce que diversifier vous apporte vraiment, bah, c'est ce qu'on évoquait, c'est-à-dire qu'en diversifiant ses revenus, alors des fois, des personnes me disent, oui, mais moi, on m'a dit en tant que freelance que c'est pas bien de s'éparpiller. J'essaye de mettre mes efforts au même endroit, qui est une très bonne stratégie aussi. Mais une fois que l'objectif est atteint, bah, c'est bien d'aller aussi identifier peut-être d'autres objectifs, d'autres challenges, d'autres défis à relever. Je pense que c'est aussi ce qui vous différencie, peut-être même dans votre état d'esprit en tant que freelance. On observe des personnes qui sont en perpétuel apprentissage, qui sont très curieux, qui, une fois qu'ils ont atteint un objectif, sont comment dire, en quête d'un nouvel objectif derrière. Et donc, cette croissance permanente, c'est aussi celle qui va vous permettre d'avoir un socle extrêmement solide de liberté financière parce que plus de stabilité, hein, vous serez moins dépendant d'un seul client, d'un secteur, d'une plateforme, d'une technologie, mais vous aurez assuré un niveau de revenus selon plusieurs canaux hein, qui va sécuriser votre activité. Vous aurez plus de pouvoir de décision parce que quand et on le sait, je pense d'autant plus quand on cherche la première mission, et on est les premiers à vous recommander ça, à dire voilà, ça peut être sur cette première mission qu'il y a un certain nombre de compromis auxquels c'est nécessaire de faire face. Et c'est par la suite que voilà, plus tu vas avancer, plus tu vas avoir une réputation, une expertise, de la visibilité, une notoriété, potentiellement d'autres sources de revenus en parallèle, que tu vas pouvoir aussi pouvoir dire non à certaines missions beaucoup plus facilement. Vous aurez plus de revenus hors temps travaillé et ça reste quand même, et d'autant plus, je pense, dans nos générations d'aujourd'hui, une priorité hein, de trouver un équilibre vie pro, vie perso, de pouvoir se dire comment je gagne d'autant plus, mais sans délaisser un cadre personnel hein, pour les loisirs, pour la famille, etc. Et ça, c'est important et ça reste voilà, aussi une des manières de gagner du revenu, on va en parler sans y passer beaucoup de temps. Et puis une vision long terme, voilà, vous préparez à l'après, pas juste le prochain mois, parce que ou la prochaine mission, voilà, il y a un cadencement qui est souvent cadré par vos contrats hein, sur lequel s'établit votre prestation en mission, mais en tant que voilà personne, comme je disais, toujours dans l'anticipation, toujours dans voilà m'améliorer toujours plus. Ben, souvent vous avez cette habitude de penser au plan B, de penser à l'étape d'après. Et donc, on est là aussi pour vous donner des conseils sur cette manière de faire. Hein, donc, c'est pas troquer votre temps et compte 100% de votre revenu, c'est de vous dire que vous avez une expertise, vous avez une vision, vous avez une envie, de l'énergie, des relations. Bah, comment mettre tout ça à profit pour que bah, vous puissiez faire fructifier toutes vos qualités, tout simplement. Alors, on s'est inspiré forcément des freelances qui cartonnent. Alors, on est très heureux d'en avoir un certain nombre chez nous et voilà, et de les avoir observés ou aidés à grandir. Et donc, on était voilà, hyper fiers d'avoir passé un petit peu de temps avec certains d'entre eux pour que on essaye de recenser ce qui, selon nous, sont les choses qui font très bien. Et on a vu qu'il y a un certain nombre, par exemple, de freelances qui transforment leur expertise dans un produit qui est scalable. Je pense à Amel Asval qui pouvait pas être en témoignage aujourd'hui parce que bah, voilà aussi agenda bien pris et puis voilà qui participera peut-être à un des autres webinaires mais en tout cas qui nous partageait qu'elle sur son expertise qui est extrêmement niche hein, sur le PLM elle a des formations qu'elle peut dispenser donc pour des personnes qui seraient intéressées à développer cette expertise. Elle met en place aussi des fois des partenariats stratégiques avec d'autres types d'expertise pour vendre des missions un peu clés en main avec tout un tas d'acteurs freelance qui l'accompagnent sur des projets qu'elle vend à des entreprises. Donc voilà, elle a
une mécanique en parallèle de sa mission qui lui permet de générer du revenu et donc qui a le côté scalable parce que on peut imaginer, comme le fait Emmanuel Bismuth aussi, qu'on a déjà fait intervenir dans nos webinaires sur la partie, donc, notamment sur comment il maîtrise la plateforme Malte. Et donc, c'est quelqu'un qui est un expert SEO et qui, lui, a récemment mis en place aussi un bootcamp, donc une formation digitalisée qui permet d'avoir un produit qui est scalable, hein, qui ne dépend pas uniquement de votre temps consommé avec la personne, mais qui peut être utilisé, enregistré en vidéo, ça peut être un template Notion, etc. On regardera un peu les modalités tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, il y a des possibilités de transformer votre expertise en un produit qui est scalable. La deuxième chose qu'on a observée, c'est que un certain nombre de personnes prennent l'habitude euh, de facturer leur regard et pas juste leur temps. Ah, donc c'est aussi votre expertise, mais de se dire comment, et donc Fabien Salle qu'on écoutera tout à l'heure, comment peut-être en proposant un audit à forte valeur ajoutée, en proposant un sprint stratégique sur une intervention de 5 jours avec votre analyse, votre expertise. Un freelance, c'est souvent quelqu'un dont sa force, c'est d'avoir une très bonne capacité aussi d'observation, d'analyse, de delivery. Et donc, des fois, sur un temps extrêmement réduit, peut arriver à produire des résultats à forte valeur ajoutée. Et en le transformant en un produit, en une offre, ben, ça peut être aussi un complément de revenu. Et puis, la troisième manière de faire, ça peut être aussi de valoriser un réseau comme un actif, hein, et on en a parlé la dernière fois et on l'avait illustré par Romain Perrin, qui est aussi adepte et qui a plein de choses aussi à faire valoir sur la diversification de ses revenus, mais en tout cas, il était venu aussi témoigner de comment il avait euh, intégré l'apport d'affaires dans son activité qui lui permettait de diversifier ses revenus pour rappel, on était sur l'équivalent d'un TGM de 190 euros au jour qui est produit par l'apport d'affaires. Sans compter, bien sûr, son activité, lui, de prod, etc. Hein, c'était uniquement l'apport d'affaires. Donc voilà, ça reste des manières de faire et en tout cas des personnes que je vous invite à observer, peut-être à rencontrer, à, à essayer d'imiter aussi parce que ça reste des personnes qui sont extrêmement euh, voilà, des fers de lance, on va dire, dans cet environnement du freelancing. Il y en a plein d'autres. J'aimerais, et en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez plein de choses à dire aussi sur ces sujets. J'aimerais vous mettre en avant, en lumière et faire profiter de vos apprentissages à un maximum de personnes. Mais en tout cas, c'est celles aussi qui me sont venues en tête quand j'établissais le webinaire. Et puis, il y a un autre levier, et forcément, vous imaginez, on a plein de choses aussi à dire là-dessus de notre côté. En tout cas, on est heureux de vous accompagner sur ces sujets. C'est qu'il y a aussi un certain nombre de freelances qui euh, ont adapté, enfin en tout cas ont consacré une partie de leurs revenus à la construction d'un patrimoine. Et pour ça, on va parler plutôt d'immobilier. Alors, ça peut être plutôt du locatif dans ces cas-là, quand on pense génération de revenus. Et ça peut être aussi des placements financiers. On peut parler de PER, d'assurance vie, de SCPI, donc plutôt sur la partie IMO, d'un PEA, etc., ETF et autres. Voilà, donc on aura Fabien qui est hyper expert sur un certain nombre de ces sujets qui interviendra. Et puis, bien sûr, Highway ayant une entité Highway Patrimoine, Olivier n'étant pas présent aujourd'hui, mais c'est des sujets que vous pouvez bien sûr évoquer avec lui si vous voulez creuser cet aspect. Mais globalement, l'objectif qui est poursuivi dans ce cadre-là, c'est de comprendre que la liberté financière, c'est pas uniquement ce que vous gagnez, un chiffre d'affaires que vous facturez, mais c'est aussi ce que vous conservez à la fin du mois et que vous investissez sur des supports qui rapportent. Hein. Globalement, faire travailler votre argent autant que vous travaillez au quotidien. Et c'est des aspects qui, malheureusement, nous sont très peu éduqués, en tout cas, voilà, sur lesquels on a une éducation qui est quand même assez faible dans nos différents cursus, hein, bien qu'ayant fait des études supérieures, alors qu'il y a des choses voilà, qui nécessiteraient d'être mises en place le plus tôt possible pour voir l'impact énorme que ça peut avoir avec le temps et l'accélération d'un patrimoine et du coup de votre indépendance financière qui peut être établie aussi au travers de ces éléments. Hein. Donc forcément, on voulait vous parler aussi de cet angle-là.
Donc pour aller dans un peu plus de précision sur ces différents panoramas de sources de revenus complémentaires, je les ai récapitulés ici. Globalement, je vois à peu près 5 familles. Donc dans la première famille, il y a les produits digitaux, comme je vous le disais, hein, des bootcamps, etc. Il y a le mentorat, le coaching, le conseil, l'audit. Hein, donc là, c'est, comme on le disait plutôt, votre regard expert qui intervient à un moment donné et qui peut être facturé une haute valeur ajoutée. Il y a l'apport d'affaires ou des partenariats directs avec des structures. Il y a l'affiliation. Donc là, c'est plutôt quand vous faites profiter de votre notoriété, votre visibilité pour recommander un certain nombre d'outils ou de partenaires qui sont pour vous stratégiques. Et donc, en retour, vous avez une commission sur les ventes qui sont faites et tracées depuis la publicité potentiellement que vous avez fait de leurs produits. Et puis, bien sûr, il y a les revenus patrimoniaux, où là, on est plutôt sur une vision long terme et des choses à mettre en place selon votre profil de risque, on va dire. Pour aller plus dans le détail, donc sur les produits digitaux, je vous ai donné des exemples qu'on a eu l'habitude aussi de voir. Donc, ça peut être des produits du style une formation, hein, donc entièrement sous format vidéo, par exemple. Comment fixer ses tarifs à 99 euros. Bah, le calcul est très simple, hein, vous faites 10 ventes, voilà, ça fait 990 euros. Hein, donc c'est pas la même dynamique que vous pouvez avoir vous en facturant votre TGM à la journée, mais n'empêche que si c'est des choses qui sur 10 ventes ne serait-ce que ça vous met un mois, même 3 mois, mais que vous avez eu aucune action à faire depuis que vous avez établi la formation, puisque c'est entièrement digitalisé, ben, ça peut être une source de revenus hyper intéressante. L'accompagnement individuel, un audit à 250 euros en 2 heures, réalisé à côté de sa mission principale, des fois qui n'a même pas forcément besoin d'être communiqué à son client parce que vous savez que vous avez voilà, le temps nécessaire à associer parce que bah, les 2 heures que vous aurez consacrées à réaliser cet audit, bah, c'est peut-être le soir où vous allez travailler un peu plus sur votre mission principale pour pouvoir bah, couvrir ce que vous n'aviez pas eu le temps de faire, etc. Donc ça peut être vraiment un complément de votre activité actuelle sans imaginer sacrifier du chiffre d'affaires de votre mission que vous avez déjà, ou ça peut être des fois de négocier à un 4/5e pour pouvoir avoir du temps aussi à dédier à ces autres types de prestations. Vous recommandez un autre freelance ou un prestataire, donc là on est sur l'apport d'affaires, on l'avait vu la dernière fois, ça peut aussi, alors ça reste des commissions qui sont assez importantes, hein, entre 10 et 15% de la mission. On avait évoqué la dernière fois de peut-être s'accorder même sur des niveaux de commission beaucoup moindres, mais d'aller plutôt chercher de la quantité en disant, voilà, par contre, j'ai plusieurs profils à 3% et de commission. Et en fait, avec le temps, bah, c'est hyper intéressant, d'autant plus que s'il y en a un qui arrête sa mission, bah, j'ai toujours 3% fois 5 et non plus 6, mais j'ai toujours d'autres 3%. Alors qu'une seule mission à 10-15%, bon, bah, quand elle s'arrête, du coup, cette source de revenus se tarit. Mais voilà, globalement, c'est aussi une source de revenus complémentaire. En 4, le fait de recommander un outil. Je parlais de l'affiliation. Je vous donnais vraiment juste un exemple d'outil. Hein. Je n'ai pas moi-même des partenariats avec ces outils-là, donc je ne sais même pas si c'est des choses, ils ont une telle notoriété. Hein. Je ne sais pas si c'est des choses qu'ils font encore, mais pour vous donner un exemple de commission qui pourrait être imaginée. Évidemment que des niveaux de commission comme celle-ci, à part de, je ne sais même pas si celle chez eux dans ce type de commission, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, hein, d'essayer de penser en disant, voilà, moi je suis hyper en recommandation de cet outil quand j'interviens sur mon client parce que je pense qu'il apporte X valeur et donc je sens être hyper prescripteur de ça. Bah, essayez de vous dire, est-ce que je peux pas en faire bah, une valeur, tout simplement, parce que si je me rapproche de ce partenaire, peut-être qu'on peut imaginer un format de commissionnement qui serait intéressant autant pour lui que pour moi. Hein. Donc, vraiment, c'est plutôt pour que vous osiez aller mettre en place des partenariats comme ceci, que de trop se fier aux chiffres qui sont indiqués là. C'est vraiment plutôt pour vous dire, voilà, pensez stratégique, tout ce que vous faites, dites-vous, est-ce qu'il n'y a pas une valeur qui peut être tirée de ça. Et le dernier, c'est sur l'investissement.
On ira sur des exemples beaucoup plus concrets et plus intéressants que vont nous partager Fabien, mais imaginez qu'un achat de studio avec un loyer de 600 euros contre 450 euros de mensualité de remboursement de ce prêt-là. Bien sûr que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais globalement, derrière, il peut y avoir bien sûr une source de revenus qui peut être imaginée de par un investissement immobilier locatif. Alors, les questions, ou en tout cas les objections qu'on a souvent dans les personnes qu'on accompagne sur des sujets comme la diversification de revenus, c'est mais moi j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer. Dans ce cas, je pense que ce qu'il faut peut-être privilégier, ça reste l'apport d'affaires ou l'affiliation, puisqu'a priori, c'est des choses que vous faites peut-être déjà dans votre quotidien, de penser à un freelance qui serait la bonne personne pour le client que vous n'avez pas le temps d'accompagner, ou au contraire, vous êtes chez un client sur une prestation et vous sentez, vous avez identifié qu'il y a un besoin où il vous l'a confié et vous avez envie de faire partager de ce besoin à votre réseau. Voilà, pensez à y associer quand même une stratégie de revenus avec ça. L'affiliation, je donnais l'exemple tout à l'heure, hein, essayez de réfléchir à tout ça. Globalement, je pense que c'est des choses que vous faites naturellement, mais qui pourraient avoir une source de revenus à mettre en place de manière extrêmement simple, comme on l'évoquait au dernier webinaire. Des profils qui ont beaucoup d'expertise et qui voudraient voilà, se lancer dans du coaching, dans l'établissement de formation. Là aussi, ne vous bloquez pas. Hein, j'indiquais à peu près 5 ans d'expérience. Ces expériences, elles peuvent avoir été acquises dans le cadre d'un CDI. Hein. N'attendez pas d'avoir 20 ans de freelance, enfin 20 ans d'expérience en tant que freelance pour vous dire, bon là, je pense que je suis assez expert pour pouvoir créer une offre autour de mon expertise. Hein, globalement, on a des profils qui, même après 1 an de freelancing, 2 ans, même c'est en parallèle de leur activité CDI, qui se sont lancés sur ce type de mission stratégique et qui, un jour, leur a permis d'avoir assez de confiance pour se lancer en freelance. Mais voilà, ne vous bloquez pas. J'ai mis 5 ans. Je pense que c'est quand même souvent ce qui est valorisé par le marché avec un certain niveau du coup de maturité sur l'expertise. Mais globalement, si vous vous sentez extrêmement curieux, investi sur un sujet, bah, pensez pareil à le traduire sous une mission à forte valeur ajoutée, un accompagnement stratégique, une formation pour pouvoir le valoriser d'une autre manière. Vous avez une audience ou un réseau aussi sur LinkedIn. Pareil, inutile d'attendre d'avoir 20 000, 60 000 abonnés sur LinkedIn pour se dire là, ça y est, je peux enfin parler de vente de produits digitaux au travers de cette visibilité ou alors d'affiliation. En fait, voilà, c'est pareil, ça peut être des choses qui sont mises en place bien en amont parce que une audience de 5 000 abonnés extrêmement qualifiés dans une niche qui est totalement la cible du produit peut-être que vous allez recommander suffit à établir une relation de partenariat. Hein. Donc ne vous bridez pas. On sait que c'est souvent ce qui freine un maximum la croissance, c'est qu'on n'ose pas, c'est qu'on n'a peut-être pas assez confiance, c'est qu'on se dit il y a toujours on se compare un peu, on se dit il y a toujours des personnes qui sont en avance de moi, donc je vais les laisser faire et puis moi je le ferai quand je serai à leur niveau. Mais non, parce que quand vous serez à leur niveau, eux ils seront encore dans un niveau après. Et vous, dites-vous juste, mais en fait, si vous êtes déjà ne serait-ce qu'à une marche au-dessus d'une personne qui est avant, et ben vous avez déjà moyen d'aider la personne qui est une marche en dessous. Donc, trouvez la manière de l'aider, identifiez la bonne solution, le format qui vous est le plus adapté, celui qui vous permet de le mettre en place aussi dans le temps que vous avez de disponible pour cette activité-là complémentaire. Mais vraiment, n'hésitez pas, parce qu'on va le voir tout à l'heure sur la mise en place, ça reste, ça reste de l'entrepreneuriat, mais il n'y a rien d'extrêmement non plus complexe dans l'entrepreneuriat. Hein. Souvent, c'est d'oser et puis de mettre en place certaines mécaniques de base. Et donc, on en parlera tout à l'heure, mais globalement, ne vous bridez pas. Ça reste des choses, si vous avez déjà sauté le pas du freelancing, qui sont totalement à votre portée. Une envie d'enseigner. Il y a des personnes qui sont, même dans leur activité, reconnues pour transmettre, avoir une pédagogie extrêmement claire, aimer dispenser leur savoir, passer du temps avec les gens, rencontrer d'autres personnes.
voilà, penser formation pour ces personnes-là, masterclass, webinaire aussi évidemment, mais pareil, essayer de prendre la parole sur ces sujets, de construire un module de formation à travers voilà, le format qui vous est aussi le plus, on va dire, intuitif. Mais ne vous bridez pas parce que forcément, vous avez des choses à dire. Et il y a extrêmement... Enfin, il y a plein de gens qui sont curieux. On a 85 personnes qui sont connectées en ce moment. Il y a un certain nombre de personnes qui vont regarder aussi ce webinaire en visio. Donc, évidemment, les gens ont envie d'apprendre. Et en tout cas, on fait partie de cette niche de gens qui ont toujours envie de se pousser et d'aller encore plus loin. Alors, si vous avez envie de partager votre savoir, vraiment, faites-le. Et puis sur un objectif long terme, je parle presque de stratégie à ce moment-là, et c'est ce qui est évoqué souvent quand vous-même vous planifiez votre stratégie patrimoniale ou que potentiellement vous faites un point avec Olivier pour évoquer ces sujets-là. On va parler d'horizons, ça va être du 5, 10, 15, 20, 25, 30 ans. Et un horizon de 20 ans, c'est presque la normalité quand on parle de patrimoine. Mais à un moment donné, si on ne la met pas en place, bah, au bout de 20 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, des fois, voilà, le plus d'énergie, c'est de prendre le rendez-vous ou de vous poser pour mettre en place une mécanique qui, la première année, va pas vous sembler avoir changé votre vie, mais au bout de 20 ans, va clairement être un game changer. Donc, ça, c'est, et je laisserai très bien Fabien en parler parce que je pense que c'est un exemple typique sur ces sujets. Mais globalement, le plus dur, c'est de se poser, de le mettre en place. Mais après, a priori, vous n'avez en aucun cas nécessité d'avoir une expertise particulière, sauf si bien sûr vous voulez en toute autonomie gérer l'ensemble de cette stratégie et piloter tout ça. Mais aujourd'hui, on est aussi, nous en tant qu'Highway Patrimoine, là pour vous aider à mettre en place ça sans que vous ayez forcément à développer cette expertise. Donc après, c'est vraiment selon les profils que vous pourrez vous adapter. Donc identifiez ce qui vous correspond aujourd'hui et ce que vous voulez développer aussi pour vous demain et pour votre activité. Dans la mise en place de ces différentes sources de revenus, pour être plus concret aussi sur combien de temps ça prend, un produit digital, on a évalué à la louche à peu près 20 heures de création. Il ne faut pas sous-estimer quand même le temps qui est nécessaire. J'aurais pu mettre une semaine. Voilà, 20 heures, c'est voilà, voilà, bien sûr, on n'est pas tout le temps focus sur ce type de choses-là, mais il faut quand même identifier la problématique, il faut la traduire sur un sommaire, il faut créer les contenus, il faut les diffuser, il faut avoir une mécanique en tout cas un tunnel de vente identifié où, voilà, où la personne va pouvoir accéder à ce produit digital. Donc, oui, c'est génial une fois que c'est mis en place parce que vous pouvez établir des ventes 24 jours sur 7, enfin 24 heures et 7 jours sur 7. Ça peut être même le week-end quand vous êtes en vacances et ça c'est formidable. Mais voilà, il y a quand même un temps de création qui est nécessaire. Je dirais que la formation en asynchrone, c'est à peu près la même chose. On est à peu près à 4 à 6 mois pour les premiers retours parce que vous allez souvent même créer votre premier contenu. Nous, on recommande, hein, faites votre première vente. Ça va vous booster à créer un contenu extrêmement rapide. Et puis, vous allez adapter ce contenu à peut-être un autre client. Et puis, petit à petit, vous aurez, c'est pour ça qu'on parlait de 4 à 6 mois, petit à petit, vous allez avoir une formation qui roule toute seule, qui correspond à un certain nombre de clients différents, qui s'adapte même à ces différents clients-là, parce que vous aurez anticipé toutes les problématiques selon les clients. Et donc, voilà, globalement, on est sur quelque chose qui va pouvoir vous apporter des retours sur cette dynamique-là de tempo. Bon, l'apport d'affaires, là, pour le coup, c'est à partir du moment où vous avez un réseau. Et un réseau, ça part du principe d'une connexion peut-être sur le Slack Highway des différents freelances. Hein. Vous êtes déjà connecté à plus de 1000 freelances de manière instantanée. Ne reste qu'à rentrer en contact avec certains d'entre eux, d'identifier, de créer une relation de qualité comme on avait échangé sur un ancien webinaire aussi. Et sur l'investissement, alors si vous le faites en autonomie, plutôt aussi comme
va en parler Fabien, et je pense qu'il va nous montrer des mois et des mois, pour pas dire des années, d'une expertise qu'il a développée, lui, plutôt de son côté. Si on est sur un accompagnement au travers d'Highway Patrimoine, je crois que les rendez-vous durent à peu près 1 heure. Et en 2 rendez-vous, vous avez une stratégie qui peut être mise en place, en tout cas proposée par Olivier. Donc voilà, on est sur un temps qui est beaucoup plus court dans ce cadre-là. À vous, bien sûr, de choisir en fonction de votre profil. Midi 32, super. C'était, voilà, je voulais pas prendre plus de 30 minutes pour laisser la main à Fabien qui a un certain nombre de choses à nous partager. Donc, je vais ouvrir le micro, si, à moins que tu puisses le faire tout seul de ton côté. Et je vais te passer la main, du coup, Fabien. Alors, hop, là. Normalement, c'est bon. Ouais, Voilà. super. Merci, Fabien. Est-ce qu'on t'entend bien? Moi, ouais, enfin, je vois l'affichage vert, donc j'ai l'impression que Alors, oui. Tu moi, je t'entends pas. Il y a des pouces. Ouais, les gens ont l'air de t'entendre. Pourquoi c'est que de mon côté? Super. Euh, Est-ce que c'est OK? Allô, Est-ce allô? que tu peux parler, Fabien? Ouais, tu m'entends? Ah, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Super. Je m'étais, je Euh, t'écoute. Merci, Fabien. Tu veux que je dure combien de temps, du coup? J'ai combien de temps? Je vois que le chrono, il tourne. Ouais, voilà, moi j'avais pensé 10-15 minutes et puis on se laisse le temps. J'ai OK. j'ai encore peut-être quelques 10-15 minutes en laissant de la place pour les questions. Tu vois, je pense qu'il y en aura Ouais, un ça certain roule. nombre. Et Ça puis marche. je clôture et on devrait être tout bon pour très bien. OK. Du coup, ben, Fabien, ça fait, là, c'est la 5e année que je suis chez AEW. Donc 5 ans que je suis en freelance. J'ai fait avant du coup pas mal de salariat. Je suis resté 8 ans dans la même boîte. Et en fait, de mon côté, du coup, la partie diversification, elle est arrivée assez tôt. Parce que dès le début de mon CDI, je me suis rendu compte du coup en regardant du coup mon premier salaire, ce que je pouvais épargner, etc., que bah, il allait falloir que j'attende très longtemps pour avoir la maison de mes rêves, entre guillemets, etc. Enfin voilà, de pas me projeter sur des choses qui me donnaient envie. Et donc, bah, j'ai commencé, comme l'a dit Mathilde, enfin voilà, j'ai pris le temps de m'instruire personnellement en mode un peu autodidacte. J'ai lu des livres et du coup, j'ai fait en fonction de ce qui m'intéressait sur le moment. Donc, ça a commencé par l'immobilier. Et je me suis rendu compte, voilà, qu'il fallait que je m'y prenne assez tôt, que j'ai une phase de construction de patrimoine, on va dire, qui arrive indépendamment de mes revenus. Parce que malheureusement, du coup, le fait de travailler et d'avoir un salaire et de mettre un peu de côté tous les mois, ça aurait pas suffi à faire ce que je voulais. Donc voilà, ça fait 10 ans du coup que j'ai commencé du coup dans la location meublée avec une coloc euh, qui, euh, qui continue de tourner. Du coup, je l'ai encore, tout va bien. Donc je sais pas au niveau des détails ce qu'il faut que je donne, mais à l'époque, la renta était un peu plus, enfin, elle était un peu plus simple à avoir, mais j'ai quand même pris le temps du coup de trouver des choses qui m'intéressaient. Donc moi là, je suis au niveau de 12-13% de renta brut. Donc c'est assez gros. Dans les faits, j'ai du cash flow, mais il est très ledge, il est assez léger. Voilà, ça fait. J'ai continué dans l'immobilier avec mon frère et ma mère. On a acheté un immeuble du coup dans ma région natale il y a 5 ans. Donc là, le cash flow est beaucoup plus important parce que du coup, on a pris un bien à travaux. Donc tout ça, c'est en phase de, enfin, je suis dans une phase de capitalisation. C'est pas qui me crée des revenus secondaires. Euh, L'idée, c'est que ça serve pour l'immobilier, pour continuer à construire mon patrimoine, et c'est pas de l'argent que moi je génère. Du coup, c'est mes locataires de manière saine, quoi, qui viennent m'apporter mes revenus et compenser mes dépenses. Donc voilà, c'est pas de l'argent qui me sort au quotidien, quoi. Au niveau de mon quotidien en tant que freelance, donc, en totale transparence, je suis quand même sur un schéma régie full time, voilà, quelque part, et j'essaie de diversifier. Donc, comme l'a dit Mathilde, là, je fais quelques audits actuellement. J'ai 3-4 formations dans l'année. C'était une activité que je faisais en tant que salarié, donc ça a été un peu plus simple pour moi de me positionner dessus. Mais c'est pas le pourcentage de rémunération sur ces activités un peu parallèles, et c'est assez minime. J'aimerais bien diversifier beaucoup plus
pour être moins impacté si ma mission du coup quotidienne s'arrête. Parce que malheureusement le marché actuel du coup fait que bah, je peux me retrouver comme beaucoup de personnes sur le carreau sans grand chose. Donc j'essaie aussi de voilà d'améliorer mon positionnement, euh, de me montrer un peu et voilà de mettre en avant un peu mon expertise et de me différencier par rapport à la concurrence. Mais bon voilà, c'est un travail sur le temps quoi, on va dire. Et donc, comme c'est marqué dans la slide, pareil, je me suis intéressé à la finance. En fait, l'idée, c'est vraiment, de base, je n'étais pas du tout, voilà, j'avais un peu une vision mal du capitalisme, etc. Mais du coup, j'ai compris finalement en lisant des livres, différents livres, que ça avait un intérêt quand même de prendre du temps pour comprendre tous ces aspects-là, donc que ce soit immobilier ou investissement en bourse, etc. Le temps, en fait, c'était un investissement vraiment sur le long terme qui était intéressant parce que c'était largement compensé par rapport au temps que moi qu'il m'aurait fallu à titre personnel de travailler pour générer l'argent que je voudrais. Là, côté immobilier, du coup, bah, c'est un peu les locataires qui me créent de ma richesse et dans la finance, voilà, c'est l'argent qui génère des petits, quoi. Donc avec la mécanique d'intérêt composé, etc. Donc je me considère vraiment petit joueur. Je n'ai pas le sentiment que j'ai beaucoup de choses. Et j'ai fait en fonction de moi euh, de ce qui m'intéressait et de ma personnalité. Par exemple, je suis plus dans un mode d'investissement forcé que voilà, je suis pas dans la mode Fire, etc. où j'arrive à épargner beaucoup. Donc j'essaie de mettre de l'argent là où je vais pas vouloir le récupérer. Et vu que je peux être assez impulsif, je fais pas du tout de trading, quoi. Je suis en mode passif, donc tous les mois je vais essayer de mettre la même somme euh, à un endroit où ça a baissé pour garder mon allocation cible. Donc voilà, je me suis pas trop fait aider d'Highway de mon côté, comme l'a dit Mathilde. Moi, j'ai pris le temps de me mettre en confiance, de m'instruire et d'avoir suffisamment de connaissances pour me lancer, d'être à l'aise avec ma méthode. Euh, donc voilà ce que je peux dire. J'ai fait un peu le tour, je pense. Je sais pas. Peut-être, oui, par rapport à ce que tu dis, je vais laisser la place aux questions, mais peut-être juste certaines qui me Ouais, sont venues en tête pendant que tu parlais. Merci en tout cas à nouveau, Fabien. ouais. Tu parlais de livres, tu m'avais parlé d'un blog aussi la dernière fois. Est-ce que, voilà, si tu avais une référence là, à partager pour ceux Ouais, qui voudraient, plutôt comme toi, alors, en autonomie, hein, même si on parlera d'accord. d'Highway Patrimoine après, mais en Euh, autonomie. ouais, alors moi, concernant l'immobilier, du coup, j'avais commencé il y a, bah, du coup, comme je dis, il y a 11 ans, peut-être à m'y intéresser. Je vivais en coloc, je voulais avoir mon bien, mais voilà, essayer de quand même faire du locatif. Donc finalement, j'ai acheté un appartement dans lequel j'ai vécu et j'avais 3 locataires avec moi. Ça s'est super bien passé parce que ils sont restés 3 ans et tout. Et ce schéma-là, en fait, je l'ai compris en regardant des vidéos YouTube. C'était Olivier Séban qui, je sais pas s'il continue, mais en fait, il avait une chaîne YouTube à l'époque très fournie avec pas mal d'interviews des personnes qui suivaient ces formations. Donc moi, j'ai payé aucune formation dans tout ce que j'ai fait, euh, mais du coup, le fait de voir pas mal de retours de personnes qui partaient de zéro, ça m'a donné envie du coup d'investir dans l'immobilier et surtout de pas acheter ma résidence principale de suite, plutôt de faire du locatif. Alors là, moi, j'ai mixé les deux. Mais du coup, j'ai compris que le locatif, dans un premier temps, valait le coup grâce à lui. Et après, effectivement, je suis passé par un forum qui s'appelait Devenir rentier, maintenant c'est Investir heureux. Alors j'y vais beaucoup moins. Je ne sais pas si la qualité du contenu vaut toujours ce qu'elle était avant. C'est un forum, donc c'est quand même un peu dispersé. L'information est un peu dispersée. Mais c'est vraiment une mine d'or parce qu'il y a pas mal de gens super compétents avec pas mal d'études de cas. Et avant, voilà, pareil, pour me mettre en confiance, j'avais lu à l'époque toutes les études de cas qu'il y avait d'investissement immobilier. Et on voyait via ce forum le parcours aussi de certaines personnes qui, en 2 3 ans, du coup, ils sont devenus rentiers. Alors moi, du coup, j'ai pas du tout cet historique-là parce que c'était pas une volonté de ma part et j'ai pas pris non plus les mêmes risques. Mais c'était super intéressant du coup de voir le parcours, l'évolution, d'apprendre de par l'expérience des autres. Donc ça m'a demandé pas mal de temps de lecture, mais c'était super instructif. Complètement. Sinon, en termes... Pardon. Personnellement, je pense que tu connaîtras bien sûr aussi la référence de Robert Kiyosaki, peut-être Père riche, Père pauvre, ne serait-ce que Oui, ouais. de Ouais, ouais, comprendre hein, que c'est, comme tu dis, hein, une logique de long terme, enfin, mais totalement, ouais.
de renouer peut-être une relation avec le Ouais, capitalisme et aussi ouais, ouais, l'enjeu à titre individuel que ça peut avoir de s'intéresser et de maîtriser à minima ces choses-là. Je pense que c'est aussi dans sa ouais, ouais, culture d'entrepreneur, c'est intéressant. totalement. Dans la même lignée que ce livre-là que tu cites, il y a L'homme le plus riche de Babylone, Oui, que aussi. moi j'avais beaucoup aimé et que j'avais préféré à Pérish Perpov, parce que Pérish Perpov c'est un peu plus didactique. T'as un père qui te dit ça, un autre père qui te dit ça, donc c'est un peu, voilà, le ton est un peu particulier. L'homme le plus riche de Babylone, c'est une histoire bien ficelée avec quelqu'un qui se retrouve à la rue et qui crée sa richesse de zéro. Il est vraiment instructif. Sinon, pour l'investissement passif, alors j'ai lu plein de bouquins, mais qui se rejoignent un petit peu. Celui le plus simple à lire et le plus rapide, c'est Épargnant 3.0, euh, Oui. de Édouard Petit, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr de son nom de famille, mais Ouais, en fait, je mets dans les questions les références, comme ça les gens ils pourront creuser ça après. marche. Il est très rapide à lire, et en fait, il explique que le mieux pour faire en sorte d'avoir maximisé son rendement, c'est tout de même de s'intéresser à ce qu'on fait, parce que il y a quand même des parts d'intérêt qui partent à droite à gauche, surtout si vous allez directement voir une banque qui va vous proposer ses produits, etc., avec les frais d'entrée, frais de sortie, etc. Enfin, tout part en fait. Donc lui, alors du coup, il est spécialisé ETF avec les intérêts qui sont assez, enfin, plus faibles, on va dire, que des actions physiques. Mais du coup, il m'a permis aussi de me lancer là-dessus. C'est grâce à lui aussi que j'ai construit mon premier portefeuille là-dessus. Donc, à l'époque, il y avait un outil, il me semble que c'était lui qui est le créateur d'ailleurs, qui permettait de définir des allocations avec un historique de rendement. Donc moi, je m'étais basé là-dessus, et notamment du forum que j'ai cité avant, Investir.io, parce qu'il y a plein de gens aussi qui montent leur portefeuille boursier et qui montent l'évolution tous les mois, ils le mettent à jour. Le créateur du forum, pareil, il a un historique de 10-15 ans. Enfin voilà, tout ça, si jamais ça vous intéresse, c'est instructif. Ouais. Euh, ouais, Je te coupe pour pas qu'on ait le temps vas-y, de vas-y. laisser aussi la place aux questions, mais un autre type de questions qui me venait parce que souvent on les a. Est-ce que tu peux nous indiquer du coup les structures de société que tu as dû mettre en place pour voilà, enfin du coup structurer, on va dire, l'ensemble de ces sources de revenus? Comme je disais, je commençais par la location meublée non professionnelle, donc c'est en nom propre, mais j'ai un ciré, voilà, j'ai une compta, etc. Donc j'avais commencé avec cette première structure. Voilà. Après, un des éléments qui m'ont fait être freelance, c'est que, alors il y avait plein de raisons, mais un des aspects par rapport à ta question, c'est que je sentais que mes portes étaient assez limitées. J'avais créé avant de me lancer, ou en même temps, je sais plus, la SI à l'IS avec mon frère pour le deuxième appart. À l'époque, sur mon dossier bancaire, j'étais encore salarié. Mais je sentais, voilà, que ça devenait la fin au niveau de ma capacité d'endettement et tout, et je voyais que je pouvais avoir beaucoup plus de portes ouvertes en étant freelance, notamment via la holding. Alors moi je l'ai pas encore, mais je vais l'avoir l'année prochaine. Donc effectivement, j'ai cette première SCI, j'en ai une deuxième où j'ai fait un montage un peu particulier, où j'étais moi-même locataire de ma propre SCI, je vivais dans mon bien. Il y avait aussi ma société qui louait une partie. Donc ce bien-là, maintenant, il est devenu locatif entièrement, je suis plus dedans. Et l'idée, c'est qu'à terme, ben voilà, j'ai une holding qui vienne récupérer des parts de ces sociétés pour mettre en place le mécanisme Murphy, et injecte un peu plus des capitaux, et que sur la deuxième SCI avec l'appart, lui, il n'est pas du tout rentable. C'est un peu un boulet. Mais le fait que ça soit en SCI et que ma holding viendra compenser, on va dire, mon cash flow négatif, ça me permettra, moi, de ne pas le supporter à titre perso, et de le garder. Sinon, c'est sûr que je l'aurais pas gardé cet appart, parce qu'il aurait empiété ma capacité d'endettement perso. Ça serait vu aux yeux de la banque. Alors qu'à l'IS, bah, c'est opaque, quoi. Il y a des banques qui n'en tiennent pas compte. On n'est pas obligé d'en parler. Enfin voilà, c'est un peu plus simple de l'esquiver. Euh, et les coûts est plus supportable, parce que du coup, ça va esquiver euh, des frais fiscaux, quoi. Enfin, les charges sur la rémunération, l'impôt sur les revenus, avant que moi j'injecte moi-même mon argent dans le bien pour compenser le cash flow négatif. Euh, voilà. Ouais, tout à fait. Et, et on est d'accord que par rapport à tes formations, aux audits que tu vends, ta structure de société freelance suffit très largement. Il n'y a pas besoin de créer des structures particulières, hein, qui sont des questions Totalement, des ouais. fois qu'on pose. Alors, demandez-nous pour qu'on valide le code d'activité, mais à part de faire de la vente de marchandises, hein, achat-revente de marchandises,
tout ce qui est autour de la prestation de service, vous pouvez y aller, même la partie commission d'affaires, etc. Tout ça peut être facturé sur une structure qui est déjà en place sans aucun stress. Ouais. Peut-être on va laisser la place aux questions. Alors moi, c'est la première fois que j'anime sur GoTo, donc je pense qu'il y a peut-être moyen de signaler une demande de réaction et du coup, ça me permet de vous débloquer le micro, au moins que vous puissiez le faire de votre côté. Mais en tout cas, je suis preneuse, on est preneur de vos éventuelles questions pour préciser dans cet atelier tout ce que vous auriez besoin pour vous aussi diversifier vos revenus. Alors, tac, est-ce qu'il faut que je me mette là? Je vois pas trop. Tac. Je me mets sur le chat si au pire les personnes veulent intervenir ici. Tac. Euh, alors, il y a Valentin qui pose une question. Alors, peut-être que je peux débloquer le micro de Valentin si j'ai la main. Mais en tout cas, en attendant, je pose la question. Quel temps est pris pour la gestion par Fabien? Je pense la gestion des différentes sociétés. C'est toujours cette notion du temps qui inquiète Alors, et je comprends. c'est une très bonne question. Moi, là, actuellement, je me suis engouffré dans pas mal de complexité, parce que du coup, j'ai 4 comptabilités différentes. 2 CI, ma SASU, mon LMNP. Ma diversification que j'ai eu fait sur la bourse, etc. Je suis à pas mal d'endroits à la fois. Du coup, ça me demande Alors pour le coup, la bourse, c'est assez rapide. Ça me demande 10-15 minutes max par mois. Par contre, la complexité administrative qui est engendrée par mes structures, c'est un frein que j'ai et que j'aimerais bien résoudre par la sous-traitance. Highway, ils ont totalement résolu la partie SASU, parce que c'est eux qui vont gérer l'administratif de ma boîte, donc bah, ça me prend pas beaucoup de temps et je suis pas très regardant sur ce qui se passe. Par contre, après c'est ma personnalité, j'ai tendance à micro-optimiser tout le reste, parce qu'il y a moins de revenus, donc je veux du cash flow positif, je veux que ça rapporte et c'est des schémas, enfin voilà, des trucs indépendants. Donc mon temps pour micro-optimiser tout ça, ça me fait faire pas mal d'actions manuelles que certaines personnes pourraient éviter parce qu'ils se prendraient moins la tête, quoi. Donc c'est pour ça aussi que j'amplifie pas plus que ça. Euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être pas forcément bien que je micro-optimise autant, mais voilà, j'ai envie de le faire, donc je prends ce temps-là et voilà, je pense qu'on pourrait sous-traiter plus facilement et permettre de prendre moins de temps que moi j'y mets, quoi. Tu arrives à évaluer peut-être sur une semaine ou sur un mois le temps que tu dédies à ces autres sources d'activité, peut-être principalement en tout cas celle qui est dédiée à l'immobilier et celle qui est dédiée au placement? C'est vraiment très variable. Pour la compta, ça peut me prendre 2 jours par mois, je dirais, pour récupérer toutes les pièces et tout, parce que voilà, je fais mes frais kilométriques, j'ai des charges, etc. Et je prends le temps de les noter pour que ça me génère des frais et que voilà, ça me fait en sorte que je paye aucun impôt, parce que je l'ai pas dit, mais je paye aucun impôt d'immobilier. Parce que voilà, mes schémas font en sorte que j'ai pas d'impôt à payer. Mais du coup, tout ça, c'est des choses qu'il faut que je gère. Donc ça me prend au moins 2 mois, 2 jours par mois, pardon. Et ensuite, c'est très variable. Là, quand c'est loué, ça tourne. Voilà, là j'ai eu dernièrement un peu d'impayé sur ma coloc. Je vais avoir un locataire qui va partir de l'immeuble le mois prochain. Donc tout ça, ça va être du travail un peu qui arrive par moment. Et le temps à y allouer, bah, ça dépend de comment ça se passe, quoi. L'impayé, il vient de se résoudre dernièrement, mais ça a duré 2 mois. L'annonce, ça va se faire assez facilement, parce que bah, je suis rodé, l'appart est très joli, du coup on peut être très exigeant, on va dire, sur le dossier du locataire. Donc, enfin voilà, je sais pas trop estimer ce temps. Enfin, je suis désolé, c'est pas très. Non, 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 mais c'était vraiment j'imagine bien que t'as pas ton propre CRA sur ce Non, non. secteur-là. C'était Et puis juste c'est un peu un ordre. cisaillé. C'est un peu cisaillé. Il y en a qui voilà, qui veulent pas y accorder autant de temps que moi, donc ils font moins d'administratif, ils vont sous-traiter la gérance de leur bien le IMO. Moi, je gère tout, quoi. Je gère l'administratif, je gère mes locataires. Le moins de pépins, je leur dis bien de pas hésiter à m'appeler. Du coup, il y en a qui m'appellent trop, mais je préfère qu'ils m'appellent, qu'ils me disent des choses, que je les règle vite, plutôt que voilà, ça devienne critique. Donc après, c'est ma manière d'être qui fait que ça me demande du temps, quoi. Voilà, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est tu as choisi aussi des activités qui correspondent à ton profil et à ta manière de faire, hein, et Ouais, c'est ouais.
voilà, après, chacun va le ressentir comme ils ont envie d'opérer. Il y avait une question aussi, alors j'ai une réponse si jamais tu peux pas, mais comment on arrive à faire des prêts bancaires pour du locatif auprès des banques en étant en freelance sans CDI, du coup, sans ce fameux CDI qui souvent ouvre la porte des banques. Bah alors sincèrement, c'est une grosse croyance de se dire enfin, il y a un blocage et qu'il faut 3 bilans. Parce que c'est les règles, en fait, c'est un peu comme à l'époque 33, maintenant 35% d'endettement, c'est des règles, mais que les banques peuvent déroger. Donc certes, c'est beaucoup plus compliqué. Mais moi, je suis arrivé du coup, j'ai emprunté tout au début tous mes achats IMO. À part là, ma nouvelle résidence, j'ai une maison là depuis 2 mois où j'ai mis d'apport. Sinon, j'ai fait que des achats enfin 110% à investissement total par la banque. J'ai mis aucun apport. C'est certes plus dur maintenant, mais c'est encore possible. Euh, et donc, il faut juste trouver le bon contact. Et au début, j'ai galéré, mais la coloc, j'ai eu 8 refus, quoi. Enfin, mes premiers courtiers, ils m'ont dit c'est pas possible ce que vous demandez et tout. Alors que je voyais effectivement, je frôlais j'étais au-dessus de mon endettement avec assurance, j'étais pile poil sous mon endettement sans assurance. Donc c'était très crack, sans épargne de précaution et sans apport. Mais je me suis dit, voilà, j'y ai cru. Donc bah, je m'y suis donné à fond et ça a marché. Donc voilà, ça m'a demandé beaucoup plus d'efforts malheureusement, mais je suis arrivé au bout, quoi. Euh, Ouais. pour euh, pour la SCI avec les 5 apparts, j'avais qu'un bilan en fait. Non, excusez-moi. Ma deuxième SCI, j'avais qu'un bilan. L'appart, je l'ai acheté un an et demi après l'immeuble avec 5 apparts. Et du coup, là, j'avais qu'un bilan et c'est quand même passé auprès de la banque. Parce que la banque, à ce moment-là, du coup, il y en avait une qui avait des règles et qui disait, OK, normalement, on demande 3 bilans, mais t'es dans l'informatique, ça marche bien, un bilan, ça passe. Ça dépend vraiment des caisses régionales, des banques, de l'agence, de votre interlocuteur. Il y en a qui vont vous comprendre, d'autres, ils vont avoir du mal à comprendre. Donc, certes, ça amplifie un petit peu la complexité si vous êtes à votre compte. Mais c'est faisable. Ouais, c'est ça. Et pareil, je vous invite à nous demander. Il y avait Tristan qui posait la question l'autre fois sur le Slack, mais donc en contactant Olivier, hein, donc olivier@highway.fr, il peut vous mettre en relation aussi avec des courtiers qui du coup sont experts de profil freelance comme vous. Et comme on l'a dit Fabien, en général, même avec un bilan, voilà, si la situation est bien exposée, si votre projet tient la route, on a vu et accompagné des investissements, que ce soit pour une résidence principale ou pour du locatif, hein. Donc, Aminata, n'hésite pas à te lancer selon ta situation. Il y a beaucoup d'applaudissements. Je ne sais pas si toi tu les vois, donc je te les Je vois retranscris. rien. D'accord, très bien. Donc, je pense que Ah ton, si, voilà, ok. ton projet inspire d'autres personnes. Je lis une autre question de David, qui n'est pas une question, mais waouh, investisseur heureux, ça me fait remonter 15 ans en arrière. Dans les sources pour débutants, on peut citer le forum HFR, qui a un topic d'investissement complet et actif. Les auteurs de ce topic ont monté un site Avenue des investisseurs. Ok. Sinon, la chaîne YouTube de Finari, en effet, Mathieu Louvet, pas mal pour débuter, Xavier Delma pour approfondir le back-office de la bourse. Et existe-t-il un paquet de podcasts type et il existe un paquet de podcasts, ok, type Bye Bye Patron, faut aimer le style du bonhomme, ok. Bah, Ouais, merci pour ces références aussi partagées, ouais, David, ouais. hyper intéressant. C'est vrai que Euh, Finari, à l'heure actuelle, c'est très. Les talks sont très. Enfin, le podcast, la chaîne YouTube et tout, elle est très qualitative, je trouve. Ils ont pas mal de choses bien, quoi. Donc, ouais, effectivement, j'ai parlé que complètement. des anciens trucs, mais. J'avais, c'est ça. J'avais juste sur les trois petites dernières minutes essayé de vous recenser peut-être les actions. C'est toujours ce que j'essaye de faire en fin de webinaire. Voilà, les personnes qui me disent mais ok, super intéressant. Maintenant, par quoi je commence si demain je veux me lancer? Et j'avais imaginé voilà de vous proposer ces petites actions déjà. Et je pense que Fabien en est un très bon exemple. Bloquez-vous du temps. Voilà, c'est quand même des choses sur lesquelles, comme votre projet de freelancing, comme tout projet, si on n'y consacre pas du temps, ça ne peut pas comme ça subvenir du jour au lendemain. Donc, essayez de vous bloquer du temps dans votre agenda avec un objectif précis, d'attaquer peut-être sur un des 5 familles de sources de diversification de vos revenus donc si on parle plutôt en termes d'expertise, lister les 3 sujets sur lesquels on vous sollicite et que vous pourriez en créer un contenu qui serait que vous pourriez vendre. Mais ça peut être aussi de peut-être vous faire cette vision, un peu comme Fabien, tu l'expliquais tout à l'heure. Voilà, à un moment donné, je me suis dit à quoi
je veux que ma vie ressemble ou quel patrimoine je veux avoir à ma disposition dans X années, bah, quel est le meilleur chemin pour y parvenir. Bah, voilà, après, c'est aussi des choses que vous allez pouvoir tester avec le temps. Une fois que ce temps est consacré et que vous avez identifié un produit, une dynamique, une stratégie à opérer, bah, testez-la. Voilà, mettez-la en place. Ton premier investissement locatif en est l'exemple. Voilà, même si aujourd'hui tu as tiré les apprentissages et ton deuxième coup a été bah, le coup du maître, hein, parce que vu quand tu parler de, comment dire, de la rentabilité de l'opération, elle est extrêmement importante, mais sûrement que ce coup de génie ne peut pas intervenir sans l'expérience que tu as acquise. Et une stratégie, c'est pareil. Des fois, on peut attaquer sur des produits qui sont voilà, avec un profil de risque extrêmement faible. Et puis, plus on va aller dans la confiance, dans la connaissance qu'on développe, dans le réseau, bah, plus on parlait tout à l'heure aussi par exemple, d'apport d'affaires, d'affiliation, bah, peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir un partenariat extrêmement solide avec une société et avoir des rétributions commerciales sur une partie des ventes que vous préconisez. Enfin voilà, ça naît toujours de temps consacré, d'une vision que vous avez posée et d'objectifs que vous êtes définis avec des tests. Hein, donc voilà, lancer cette phase pilote ou tester avec un premier client pilote, rappeler cet ami freelance que vous n'avez pas appelé depuis longtemps pour savoir un petit peu ce qu'il en est et démarrer du coup ce réseau. Voyez si l'apport d'affaires, voyez si toutes ces dynamiques dont on a parlé, vous ne pouvez pas les initier. Et puis, bah, voilà, je ne le dirai jamais assez, itérer, ajuster, avancer, ça reste la base de l'entrepreneuriat. Et le mouvement, hein, le fait d'avancer, c'est vraiment ça qui permettra cette croissance. Donc, n'hésitez pas à opérer ça pour vous lancer dès que possible. Je reviens, mais vraiment juste une seconde sur Highway Patrimoine pour vous proposer d'aller, si vous le souhaitez, structurer votre avenir financier avec l'accompagnement du coup d'un coach personnalisé, donc qui serait Olivier dans votre situation. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Il avait partagé les éléments qu'il voulait mettre à votre disposition dans cette slide. Et j'aime bien ce qu'il évoquait à la fin, travailler plus c'est bien, faire fructifier ce que vous gagnez, c'est mieux. Je suis totalement en accord avec ça aussi. Et voilà, et donc du coup, il y avait eu la phase questions-réponses, c'était tout bon. Donc voilà, je vous remercie à tous pour votre présence à ce webinaire. Mille merci pour toi, Fabien, qui je sais, et comme tu l'as dit tout à l'heure, a un agenda extrêmement pris et donc qui a consacré du temps Merci pour à l'occasion. évoquer et préparer avec moi cet atelier et témoigner aujourd'hui. Donc voilà, merci, il y a plein d'applaudissements et j'en suis ravie. Et bien sûr, pour ceux qui n'ont pas pu être présents, on mettra le replay à disposition. Bon appétit, 13h tout pile, Ouais, excellente journée à tous et j'espère vous retrouver pour me témoigner de vos différentes diversifications de sources de revenus et voilà, de vos beaux projets qui auront né de ce webinaire, j'espère. Merci à tous. ouais. Au Salut. revoir.